Merci beaucoup, Monsieur Belkadir, mon cher collègue. Je suis honoré d'être parmi vous, car je ne suis qu'un pauvre chirurgien et le diabète pour moi est déjà lointain. Et bien sûr, je voudrais me présenter quand même devant les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai fait toute ma carrière en France et après 2 mois de repos le jour de ma retraite, j'ai pris ma valise et je suis rentré au pays. Parce que je suis marocain et j'ai décidé d'apporter ma contribution, ma modeste contribution à l'édifice et à un problème qui me tient à cœur, c'est la santé dans notre pays. Alors, quand le professeur Belkadir m'a sollicité, je me suis dit, je vais parler du diabète, le chirurgien et le diabète, mais j'ai dit non, je vais changer de crèmerie et je vais aller chercher un sujet qui peut intéresser tout le monde et qui n'est plus du diabète. Parce que vous avez eu 3 jours consécutifs avec le diabète, le diabète, le diabète. J'ai dit, allez, on va changer. Et comme je suis the last but not the least, j'ai choisi de parler au nom de mon université, l'UM6 Mohamed VI Polytechnique de Ben Guérir, qui a pour vocation, vous voyez, je l'ai mis, nourrir les talents d'aujourd'hui pour bâtir le Maroc et l'Afrique de demain. Voilà notre vocation. Et de parler justement de la médecine du futur et puis surtout d'une inquiétude des médecins. Que va devenir le médecin? Alors en effet, la croissance exponentielle d'informations, hein, on est assailli d'informations, on est toute la journée sur Internet et on voit venir des tas de choses qui touchent tous les domaines, mais touchent surtout le domaine médical. Elle touche aussi la vie du patient. Tous les patients maintenant, ils viennent vous consulter, ils ont déjà fait leur consultation sur Internet. Ils savent déjà la pathologie des fois mieux que vous, et mieux que certains médecins. Et la littérature scientifique aussi, qui est énorme, on ne peut pas tout lire, représente donc un flot ininterrompu d'informations qui deviennent inintelligibles pour le cerveau humain. C'est vrai qu'on ne peut pas suivre. Et séparer l'utile de l'inutile, organiser, trier, devient de plus en plus complexe. Alors en effet, il y a une pièce maîtresse. Pièce maîtresse de la nouvelle révolution industrielle, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est l'intelligence artificielle. Alors les gens mettent ce grand mot intelligence artificielle, mais en fait c'est quoi? C'est l'informatique, hein. C'est tout. L'intelligence artificielle est porteuse de progrès technologiques, certes, et elle est sur le point de bouleverser les sociétés et les économies. Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle a touché tous les domaines. Ça a commencé par le domaine militaire, la robotique, les transports. En banque, maintenant, vous pouvez tout faire sans aller voir un banquier. Vous pouvez tout faire de chez vous. Et puis la santé, elle n'est pas en reste. Vous savez qu'il paraît tous les jours paraissent 3000 articles médicaux indexés par jour. Vous multipliez ça par le nombre de jours, par le nombre d'années. Êtes-vous capable de suivre le mouvement? Non. Mais sachez que un robot, le robot Watson d'IBM actuel, traite 200 millions de fiches en 30 secondes. Donc, vous voyez dans quelle dimension nous nous trouvons. Et pour faire face donc à ces nouveaux défis, les concepteurs de la santé de demain n'ont qu'un mot à la bouche, l'intelligence artificielle. Et bientôt, cette intelligence artificielle qui est capable de mimer l'intelligence humaine bouleversera donc la pratique médicale, la santé restant le domaine phare de l'intelligence artificielle. En effet, on a dit que cette révolution industrielle, on va l'appeler comme ça, il faut lui donner son nom, elle va bouleverser la pratique obligeant les professionnels de santé à repenser la profession et les patients à être soignés autrement. Mais bien entendu, cela suscite aussi certaines craintes. Va-t-on assister au remplacement des médecins par des machines? Prochain congrès de diabétologie, il n'y aura plus que des machines ici. Donc,
repenser la médecine, mais revenons vers une médecine plus dynamique et, comme vous verrez tout à l'heure, je dirais plus humaine. En effet, la fascination pour les machines ne doit pas faire oublier un point essentiel, à savoir que soigner ne se résume pas à produire du savoir, ni à l'accumuler, ni à le perfectionner. Il s'agit en fait d'humaniser des options thérapeutiques devenues multiples, complexes, ce qui suppose de traduire ces connaissances. Alors, lorsqu'on analyse un peu les enjeux de la santé, lorsqu'on réfléchit sur la santé de demain, on voit qu'il y a différents problèmes qui vont se poser. On est confronté à la mondialisation. Maintenant, on peut faire des consultations avec le Johns Hopkins Hospital à Baltimore. On peut faire une consultation, des avis chirurgicaux avec un service au Japon. Donc on a une communication qui est très importante. Les systèmes de santé eux-mêmes sont en pleine évolution. Nous-mêmes, à la suite du discours de notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le bénisse, son dernier discours, il a mis 2 priorités. La santé et l'éducation. Donc, retroussons les manches et commençons à réfléchir. Qu'allons-nous devenir ? La santé au Maroc ne doit pas rester ce qu'elle est actuellement. Je le dis, je le crie haut et fort. Quand j'observe moi dans mon pays ce qui se passe, je dis, on est capable de faire mieux, même avec les mêmes moyens. Parce que les gens me rétorquent souvent, mais on n'a pas de moyens. C'est pas vrai. Personnellement, je pense qu'au Maroc, il y a beaucoup de moyens. Simplement, nos moyens ne sont pas utilisés ou mal utilisés. Deuxièmement, l'organisation de la santé, on le voit dans tous les pays, a évolué. Si vous prenez la France, où j'ai vécu pendant 40 ans, j'ai vécu des lois toutes les 2 ans sur la santé. Alors, il y a la loi 2007, la loi 2009, après la loi HPST. HPST, c'est quoi ? Hôpital, patient, santé, territoire. Ah, vous voyez comment l'évolution s'est faite. Territoire, ça veut dire quoi ? Régionalisation. Vous savez qu'en France, bientôt, sur 33 CHU, il va en rester 10. La réforme prévoit 10 CHU au lieu de 33. Donc vous voyez comment on est en train d'évoluer tout doucement. Il y a la redistribution des moyens aussi. L'économie de la santé fait partie de la vie d'un médecin. Et au Maroc, nous devons développer l'économie de la santé. Un médecin ne peut plus vivre sans connaître, sans savoir combien coûte son traitement. Est-ce que ce traitement est efficace avec le prix qui est donné ? Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on est efficace ? Est-ce qu'on s'évalue ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on introduise dans la médecine de demain l'évaluation, même dans le privé. En France, moi je me souviens au début, quand il y a eu les évaluations par la sécurité sociale, les médecins ont levé les bras en l'air, crié au haro, vous nous tuez, vous nous assassinez. Puis en fin de compte, tout le monde est rentré dans le rang et tout le monde a commencé à s'auto-évaluer et à voir, ah non, il ne faut pas que je dépense plus. Il y en a qui arrêtent même, il y a des gens qui ont des grosses clientèles, qui arrêtent de travailler pendant 3 mois pour équilibrer les comptes. Donc vous voyez jusqu'où l'évolution a été. Il y a le virage ambulatoire. Moi, je me souviens, en 95, lorsque je participais à l'élaboration du futur CHU de Dijon, on avait dit on va mettre 5 lits d'ambulatoire. Pour nous, c'était quelque chose de fantastique. Actuellement, nouveau CHU, on est à 100 lits d'ambulatoire. Donc vous voyez un peu les virages que l'on prend. La délégation des tâches. Vous savez qu'une loi en France va permettre aux infirmières de faire certaines prescriptions du fait des déficits. Les données médicales partagées, le dossier médical patient, avoir qu'un seul dossier. Depuis Douste Blazy, presque 20 ans où il était ministre de la Santé, on a commencé à parler de dossier médical partagé. On n'est toujours pas arrivé au dossier médical partagé. Donc vous voyez la difficulté. Les big data. On ne peut plus vivre sans big data. En effet, il faut savoir sur quoi on va travailler. Avant, le chercheur avait une intuition. On avait l'intuition, on disait, je vais chercher là. Maintenant, on va chercher comment ? On fait des grandes cohortes
et on voit où c'est que ça pêche. Le meilleur exemple pour les cardiologues, c'est la grande expérience de Framingham. Comment on a fait évoluer les traitements en cardiologie grâce à une étude sur des grandes cohortes. Enfin, les systèmes d'aide à la décision médicale, et là on rejoint, si vous voulez, le problème de l'intelligence artificielle. Alors, on va voir très rapidement quelques domaines d'application de l'intelligence artificielle et parler de cette médecine en mutation. Et cette intelligence artificielle, elle touche la recherche, bien entendu, elle touche le soin. Il y a des robots infirmiers maintenant, ça existe aux États-Unis. Il y a un robot infirmier qui se balade et qui fait ce qu'il a à faire. Et puis la recherche. Alors, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que va apporter l'intelligence artificielle à la médecine? Alors d'abord, il faut renforcer le lien entre le patient et le médecin. En effet, ce lien est indissociable. Et si on ne réfléchit pas à partir de ce lien, on ne fait pas de la médecine. Il faut offrir aussi aux citoyens des outils. Des outils parce que vous savez qu'en France, le patient n'est plus appelé patient. Il est appelé un acteur de santé. Et quand on étudie les domaines de l'économie de la santé, on met le médecin, l'infirmière, l'administrateur de l'hôpital et le patient. Et la commission médicale d'établissement, dans les hôpitaux français, il y a les représentants des usagers, tout le temps. Et on ne fait rien sans les représentants des usagers, qui, eux, ramènent de la base les nouvelles et qui nous permettent d'améliorer les choses. Enfin, il faut optimiser aussi les moyens, que ce soit dans la création de nouveaux traitements, dans l'innovation, car notre but, c'est de combattre la mort et la maladie. Et donc, quels sont les domaines où l'application de l'intelligence artificielle est déjà en route? Alors, il y a déjà la médecine prédictive. En effet, vous avez déjà la prédiction d'une maladie. On peut prévoir avec le séquençage ADN, maintenant, vous le savez très bien, on peut prévoir qu'est-ce que vous allez faire comme maladie. Il y a la médecine de précision, c'est-à-dire qu'on va aboutir à des traitements personnalisés. Il n'y aura plus le même traitement pour la même maladie pour tout le monde. Ça sera en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a la chirurgie assistée par ordinateur. Moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser un robot en expérimentation. Ce que je fais en 1 heure et demie, le robot le faisait en 20 minutes et mieux que moi. Car que quand je travaillais sur des artères qui faisaient 1 millimètre de diamètre, moi j'étais obligé de les tourner, le microscope ça va pas, ça va, le fil il se coupait, etc. Le robot, lui, il travaille sur 360 degrés, sans problème. Il y a l'aide à la décision. Vous savez très bien qu'il y a certaines spécialités qui vont disparaître. L'exemple, la dermatologie. Pourquoi? Parce que maintenant vous serez chez vous, vous allez prendre votre smartphone, vous allez prendre la photo, vous allez envoyer ça dans un centre quelconque, et déjà le robot Watson d'IBM a colligé 3000 photos de pathologie. Et vous allez avoir la réponse, on va vous dire, vous avez un mélanome bénin, vous avez un mélanome malin, ou allez consulter. Et on verra comment le rôle du médecin va changer. Il y a le rôle dans la prévention. Bon, dans les robots chirurgicaux, il y a le Da Vinci pour les urologues. Regardez le cancer de la prostate, qui entraînait des insuffisances et qui entraînait des complications. Avec le robot, on n'a plus de complications. Et donc, nous sommes en train de rentrer dans cette dynamique. Donc, cette intelligence artificielle, c'est une aide qui peut analyser toutes les données du patient, appliquer le savoir à un individu particulier. Il peut engager, et puis cette aide-là, cette intelligence artificielle va permettre d'engager une discussion collaborative entre un certain nombre de praticiens dans le but de déterminer le diagnostic le plus vraisemblable et les options thérapeutiques. Alors, vous voyez déjà, pour le patient, quel bénéfice. Maintenant, la formation. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller... On a des mannequins, actuellement, qui parlent, qui gémissent. Quand on veut
utiliser, apprendre la cardiologie. On a des mannequins qui ont des troubles du rythme. On programme le trouble du rythme, on programme les troubles des bruits cardiaques, on veut écouter une insuffisance mitrale, on programme et hop. Donc vous voyez que même la formation, et nous à l'Université Mohammed VI Polytechnique, nous allons créer, enfin très bientôt, une école d'application de médecine où il n'y a pas de cours, il n'y a pas de classe, on n'a pas mis de classe. Il n'y a qu'un hôpital de 2000 mètres carrés qu'on appelle l'hôpital de simulation et où les étudiants seront pris en charge individuellement. Ils rempliront un cahier de charges et ils apprendront la médecine individuellement avec des mannequins. Et après, ils passeront auprès du malade. Alors, quelques exemples très rapidement de l'évolution de l'intelligence artificielle. On a mis au point dernièrement une médecine donc plus personnalisée, donc une main artificielle qui redonne le sens du toucher. On a créé un cœur artificiel, Carmat, l'associé Carmat en France, avec le professeur Cabrol, qui a mis un cœur artificiel. Il y a eu déjà, je crois, 2 patients qui ont été opérés. Le big data au sujet de la maladie de Parkinson. On peut faire un big data et à partir de là, on a toutes les données. Donc on peut analyser tous les indicateurs de la maladie et simplement avec le changement de la voix, par exemple, on va vous dire, attention, adaptez votre traitement. Moi, j'ai une amie qui s'est fait opérer à l'étranger, du cœur, et de l'étranger, on l'appelle et on lui dit non, diminuez votre héparine, augmentez votre héparine. Donc, vous voyez un peu que si l'ordinateur avance le diagnostic et propose les traitements, on va se poser la question, quel rôle il va rester au médecin. Alors, il y aura d'abord le recueil des données. Alors, s'il n'y a pas des recueils de données qui soient intéressantes et significatives, le robot ne peut pas travailler. Donc, le médecin est déjà présent. Et vous voyez que j'ai fait ce schéma exprès pour montrer que le clinicien ne quitte pas la science, puisqu'on va avoir des collectes d'éléments significatifs, et surtout le patient va avoir toutes les informations. Le patient n'est plus la personne qui était assise, qui attendait qu'on lui dise « vous faites blanc, il fait blanc ». Non, les gens se sont habitués à prendre les renseignements, d'où l'intérêt de l'information du patient. Et vous savez bien que l'information du patient est devenue une obligation légale dans les pays européens. Quand on veut condamner un médecin, on ne le condamne pas pour une faute, on le condamne parce qu'il n'a pas donné une information claire, loyale, suffisante et appropriée. L'intelligence artificielle a aussi un avantage. C'est la solution à la désertification médicale. Et déjà en France, on a commencé. Quand vous voyez la région du centre et la Bourgogne, c'est un désert médical. Le centre, je peux vous dire, je connais près de Nevers, la Charité-sur-Loire, un ophtalmo pour 200 000 habitants. On se pose la question, comment on va soigner tout le reste? Donc c'est là où l'intelligence artificielle, c'est là où la visioconférence, c'est là où la télémédecine, c'est là où la téléconsultation va permettre d'avancer. En effet, en plus, en France, il y a une disparition du médecin de famille. Tous les médecins généralistes, maintenant, ne veulent plus faire de la médecine générale à l'ancienne. Ils sont intéressés, ils font tous un peu de médecine esthétique, un peu d'homéopathie, un peu d'un certain nombre de spécialités parallèles qui vont être là. Il y a la concentration des généralistes dans les grandes villes. Moi, je vois à la faculté de médecine de Dijon, on a essayé d'envoyer des jeunes en leur disant « on va vous aider là où, à aller à 40 km de Dijon simplement, où il y a une clientèle, ils ne veulent pas. Ils veulent garder là où ils ont étudié et dans la ville. Bien sûr, la concentration, la Côte d'Azur, le soleil. Tout le monde veut aller sur la Côte d'Azur. Et puis donc, la France ne manque pas. On dit qu'en France, on manque de médecins. On manque pas de médecins en France. C'est une répartition qui est mauvaise. C'est tout. Donc, il y a des cas où elle est amenée à remplacer le médecin. Et c'est la solution aux déserts médicaux grâce à la télémédecine. Éviter les déplacements intempestifs des patients. Nous sommes en train de faire une petite expérience à Ben Guerir avec l'hôpital de Ben Guerir, l'hôpital public, pour la prise de rendez-vous avec les smartphones. J'ai observé, j'ai passé 3 jours assis à l'entrée de l'hôpital de Ben Guerir et j'ai regardé combien de personnes avaient des smartphones. Tout le monde avait des smartphones. Personne. Personne n'en avait pas. Et tout le monde était en train d'attendre en cliquant. Et j'étais étonné quand je voyais, moi, des
les agriculteurs. J'ai rien contre les agriculteurs, mais des agriculteurs qui ne sont pas formés, mais manipuler ça, mais d'une manière fantastique. Et donc, on est en train de lancer les prises de rendez-vous à l'hôpital de Ben Guérir avec son smartphone. Et ça a commencé, et ça commence à donner des résultats. Donc, on voit que on va avoir l'avantage. Et bien sûr, cette intelligence artificielle, c'est aussi la solution pour les défis de l'Afrique, avec les zones très éloignées, pour permettre d'enseigner aussi sans se déplacer. Nous allons créer, nous, une école d'infirmières à Laayoune pour le septembre 2019. Tous les cours auront lieu par visioconférence. On ne déplace pas les enseignants. Les enseignants se déplaceront que pour les travaux pratiques. Et tout ça va être en réseau sur 3 et 4 sites en même temps. Donc vous voyez qu'on essaye d'avancer. Alors, ces réflexions, ces élucubrations, parce que ça fait un moment que je réfléchis à ce problème, c'est quoi? L'intelligence artificielle, elle doit renforcer et non remplacer le médecin. Elle doit renforcer le lien avec les patients. Cette intelligence artificielle, il faut la considérer comme un appui au corps médical. Le médecin reste un passeur de savoir, il connaît la médecine, il connaît le patient et il connaît sa maladie. Cette intelligence artificielle, elle a ses applications en aide pour le personnel de santé, quel qu'il soit. Les infirmières, on peut assurer le suivi quotidien d'un patient sans qu'il se déplace. On peut prévoir tous ces examens et faire tous ces examens dans la journée. C'est ce que nous avons fait à Dijon. Quand un patient arrive, il prépare tous ses rendez-vous à l'avance et il arrive à 9h le matin, il repart à 17h, tous les examens finis. Regardez le gain en argent pour la sécurité sociale qui rembourse le déplacement d'ambulance, qui rembourse un certain nombre de choses. Ça permet de contrôler les traitements prescrits. Et puis ça responsabilise aussi le médecin, parce qu'on a une machine à côté qui nous donne un avis, mais il faut que je la contrôle aussi. Donc ça m'oblige à me responsabiliser. Et puis surtout, ça optimise la charge de travail du personnel, c'est-à-dire que le médecin aura plus de temps à consacrer à son patient, plutôt que de passer son temps à prendre simplement la fiche et puis de renvoyer. Alors, loin de remplacer l'humain, ces applications aident le personnel de santé. Pour le citoyen, ces solutions sont rassurantes. Elles facilitent sa responsabilisation en tant qu'acteur de santé. Elles vont réduire non seulement les temps d'hospitalisation, mais elles permettent aussi de réaliser des économies substantielles. En effet, le véritable enjeu n'est pas d'aller plus vite, mais c'est d'aller mieux. En définissant les objectifs, par le reproche qu'on fait à la santé, c'est de ne pas être réactif, et c'est d'être lent. Et voilà que l'intelligence artificielle va nous permettre cela. L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner la médecine? Oui. Elle va aider au bon choix pour le diagnostic, elle va aider au bon choix thérapeutique, on va permettre des traitements ciblés, l'exemple du séquençage ADN. Enfin, la médecine sans médecin, le patient est perdu, lui, face au flot d'informations. Il va voir un médecin, 3 jours après, il va consulter un deuxième médecin, 3 jours après, il va consulter un troisième médecin, ce que j'appelle le nomadisme médical. Avec l'intelligence artificielle, le médecin va avoir un choix diagnostique, il va avoir un choix thérapeutique, et c'est là où le médecin va jouer son rôle. Il va être facilité, le rôle du médecin, puisqu'il va pouvoir, dans ce choix-là, choisir la meilleure approche. Le médecin va aider le patient à remettre de l'ordre dans tout cela. Donc c'est un nouveau rôle qui va arriver. Alors, le rôle du médecin sera d'être donc en fait un conseiller, un coordinateur de soins, et ce rôle sera d'autant plus renforcé et ses compétences humaines seront d'autant plus valorisées. Car le médecin va aider le patient à comprendre ce que va lui apporter ce nouvel outil. Donc, on ne remplacera pas le médecin. Reste le problème, faut-il se fier à la machine? Car si on prend les expériences faites avec le robot Watson sur des diagnostics dermatologiques, en prenant sur 2000 dermatologues pour le même diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé? 30% d'erreurs pour les humains, 3% d'erreurs pour le robot. C'est QFD. Si moi je suis patient, je ferai confiance au robot, avec les 3% d'erreurs. Je préfère 3% d'erreurs à 30% d'erreurs. Donc,
Collecter, exploiter des données médicales n'a rien de simple, c'est vrai. L'intelligence artificielle pose de nombreux problèmes éthiques et juridiques qu'il est urgent de résoudre. J'en parlais avec Iman tout à l'heure, j'ai eu David Gruson au téléphone. David Gruson est un inspecteur général du ministère de la Santé français qui intervient chez nous à l'université Mohamed VI et qui est un collègue, parce que j'ai été aussi élève de Sciences Po à Paris, à Sciences Po, et David Gruson me disait, ça y est, le ministère va sortir la loi sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc la loi va sortir incessamment, et comme nous les Marocains, nous avons un grand défaut, c'est que on ne se fatigue pas, on copie systématiquement ce qui se fait en France. Et comme je dis toujours, moi qui ai vécu en France et puis étant marocain, et je disais, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose de marocain au lieu de copier toujours la France? Et parfois, quand on copie la France, on la copie mal. Et c'est ça qui nous rend des fois mais dans des situations difficiles. Alors le problème va se poser sur la propriété des données, parce que vous voyez un peu une compagnie d'assurance qui accède à ces données sur vous, on sait tout sur vous. Vous allez aller demander un prêt, on va dire mais non, on ne vous prête pas. Vous avez un risque de diabète, moi je vous assure pas. Terminé, au revoir, merci. Donc voilà, ces propriétés donc va poser un problème éthique. On espère que maintenant la législation va évoluer même sur le plan européen. Et comme toutes les nouvelles technologies, les risques de dérive, elles sont inquiétantes. Et inversement, il n'est pas éthique de ne pas permettre aux gens d'accéder à des données. Si moi je fais une banque de données Big Data, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas la mettre à la disposition de quelqu'un d'autre. Donc voilà les problèmes éthiques qui se posent. Voilà, mesdames, messieurs, comment j'ai pu aborder un peu cette problématique de l'intelligence artificielle. Et que nous, Université Mohamed VI, Polytechnique, avec la vision qu'a notre président, M. Mostafa Terrab, que je veux remercier ici pour ce qu'il fait pour le pays, eh ben, nous avons créé le laboratoire d'intelligence artificielle à l'Université Mohamed VI, Polytechnique. Et qui s'est marié avec nous? Le laboratoire d'intelligence artificielle de Normal Sup Paris. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle peut être perçue comme un moteur de la transformation sociale et surtout un moteur de la croissance économique, permettant une recherche appliquée, permettant l'innovation et surtout avec une université comme la nôtre qui est tournée vers l'Afrique. Je vous remercie.